Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un lien absolument fascinant, celui qui existe entre la capacité de notre cerveau à se transformer, les expériences sensorielles si particulières dans l'autisme et les thérapies qui s'appuient sur cette science pour en quelque sorte remodeler la perception. Alors, voici le programme. On va d'abord plonger dans ce monde sensoriel différent. Ensuite, on décortiquera ce qu'on appelle le plan malléable du cerveau. Puis, on verra comment on peut exploiter cette plasticité et on terminera par un petit coup d'œil vers le futur des interventions. C'est parti pour la première section, un monde sensoriel différent. On va essayer de mieux comprendre la réalité sensorielle vraiment unique du trouble du spectre de l'autisme. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, posons-nous une question qui peut paraître simple, mais qui est centrale. Comment est-ce possible qu'un simple murmure puisse être perçu comme un cri, ou qu'un effleurement anodin soit ressenti comme une véritable agression? C'est vraiment le cœur du problème, une perception sensorielle qui est altérée. Et attention, cette dérégulation sensorielle, ce n'est pas un bloc monolithique. Ça a en fait deux facettes bien distinctes. D'un côté, on a l'hypersensibilité. Là, les réactions aux stimuli sont complètement excessives. On peut penser à une aversion à certains sons, la misophonie, ou à une sensibilité extrême à la lumière. Et de l'autre côté, on a l'inverse, l'hyposensibilité. C'est quand les réactions sont au contraire insuffisantes. Ça peut donner une réponse très faible au toucher, ou même un seuil de douleur bien plus élevé que la moyenne. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, passons à la deuxième partie pour comprendre comment tout ça fonctionne. On va s'intéresser au plan malléable du cerveau. C'est ici qu'on va décortiquer la science assez incroyable d'un cerveau qui en fait ne cesse jamais d'évoluer. Le concept absolument clé ici, c'est la neuroplasticité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la capacité fondamentale du cerveau à se réorganiser. Il peut créer de nouvelles connexions entre les neurones ou au contraire en supprimer d'anciennes, et tout ça en réponse à ce qu'on vit, à nos expériences. C'est un peu comme de l'argile en fait. Le cerveau n'est pas figé, il est constamment en train d'être modelé. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser à l'équilibre chimique du cerveau. Imaginez qu'il a une pédale d'accélérateur, c'est le glutamate, et des freins, qui sont le GABA. Dans le spectre de l'autisme, ce qu'on observe souvent, c'est un déséquilibre. Trop d'accélérateurs, donc de glutamate, et ça peut créer des réseaux de neurones qui sont hyper connectés mais pas très efficaces, et pas assez de freins de GABA, ce qui peut empêcher de bien filtrer les informations sensorielles, les rendant totalement envahissantes. Cette plasticité un peu différente, elle peut se manifester de trois façons principales. D'abord, par une connectivité altérée, c'est-à-dire trop de connexions sur de courtes distances et pas assez sur de longues distances. Ensuite, par ce qu'on appelle un élagage synaptique défaillant, pour faire simple, c'est comme si le cerveau n'arrivait pas à bien désherber les connexions qui ne servent à rien. Et enfin, les petites antennes qui reçoivent les signaux, les épines dendritiques, ont souvent une densité ou une maturité qui n'est pas tout à fait normale. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut même relier des défis sensoriels très spécifiques à des zones du cerveau et à des messagers chimiques bien précis. Par exemple, une réaction très forte au son peut impliquer le système limbique, celui qui gère nos émotions. L'hypersensibilité visuelle, elle, va plutôt concerner le cortex visuel. Le traitement du toucher dépend du cortex sensoriel et du fameux GABA, tandis que la réponse à la douleur est liée à des zones comme l'amygdale. Allez, troisième partie. Maintenant qu'on a un peu mieux compris le mécanisme, voyons comment on peut s'en servir. Comment les thérapies peuvent-elles tirer parti de cette formidable capacité du cerveau à changer? Une des approches pionnières dans ce domaine, c'est l'intégration sensorielle d'Ayers, aussi connue sous le sigle ASI, et elle est fondée sur les principes mêmes de la neuroplasticité. Mais alors, comment ça marche? L'ASI, elle, repose entièrement sur la plasticité qui dépend de l'expérience. Concrètement, elle utilise des activités sensorielles et motrices qui sont totalement personnalisées, le tout dans un contexte de jeu. Le but, c'est de favoriser une réorganisation des circuits du cerveau qui gèrent les sens, l'attention et la planification des mouvements. Et ça a l'air de fonctionner. Les études montrent des améliorations nettes dans l'autonomie, la socialisation et les compétences de la vie de tous les jours. Passons maintenant à une approche beaucoup plus moderne, plus technologique, le neurofeedback. Avec cette méthode, on cible directement l'activité du cerveau. L'idée générale a été très bien résumée par Pineda et ses collègues en 2012. L'hypothèse, disait-il, c'est que le neurofeedback peut normaliser les connexions aberrantes pour entraîner des changements de comportement positifs. En d'autres termes, il s'agit de rééduquer le cerveau. En théorie, le processus est assez simple. D'abord, on mesure l'activité des ondes cérébrales en temps réel avec des capteurs. Ensuite, la personne reçoit un retour, que ce soit visuel ou auditif, qui est le reflet direct de cette activité. La troisième étape, c'est le renforcement. Le cerveau est récompensé à chaque fois qu'il produit les schémas d'ondes qu'on recherche.
Et à force, grâce à ce conditionnement, le cerveau apprend à s'autoréguler et à renforcer de nouvelles connexions, de nouvelles voies neuronales. On arrive à notre quatrième et dernière partie, le futur de l'intervention. Alors, de quoi sera fait demain? À quoi ressemble l'horizon des soins qui sont basés sur cette neuroplasticité? Il y a plusieurs technologies vraiment prometteuses qui émergent. La réalité virtuelle, par exemple, qui permet de créer des environnements sensoriels sur mesure parfaitement contrôlés pour aider à l'évaluation et à la thérapie. Il y a aussi la stimulation magnétique transcrânienne, la SMT, qui peut moduler directement l'activité du cortex sans être invasive. Et puis, ils ne font surtout pas oublier l'humain. On reconnaît de plus en plus l'importance des thérapies qui impliquent les parents. On sait aujourd'hui qu'une interaction positive parent-enfant peut, à elle seule, renforcer les connexions du cerveau social. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-ci. Le cerveau n'est pas du tout une machine figée, c'est tout le contraire. Et sa capacité incroyable à changer, c'est le fondement de tout. De la compréhension, de l'espoir et, bien sûr, du développement de nouvelles interventions. Et tout ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Maintenant qu'on commence à apprendre à guider cette plasticité du cerveau, à la modeler, quels autres défis humains, bien au-delà de l'autisme, pourrait-on imaginer relever un jour ?